Allez, on commence alors? Allez, Eh bien, bonsoir Jean-Louis. Merci bonsoir, infiniment d'avoir accepté cette invitation avec à plaisir. venir discuter, dialoguer autour de ton dernier livre, Le Petit Frère. Juste pour préciser, donc c'est à l'invitation de Basilic Paper, donc qui est une toute nouvelle librairie en ligne spécialisée dans la bande dessinée. Voilà, et notre objectif, c'est de présenter, de mettre en avant des albums qui nous ont particulièrement plu. Et donc le tien en fait partie. Faut dire qu'avec toi, c'est une histoire importante pour nous, parce que avec Lydie, avec qui on a créé cette librairie, on avait particulièrement accroché à Magasin Général. Donc, on avait déjà adoré partager cette lecture. Et ensuite, tu m'avais dit, mais il faut lire Extase. Et donc, on a lu Extase. Et maintenant, on poursuit avec Le Petit Frère, et cette fois-ci en tant que libraire. Bon, il se trouve que j'ai aussi lu ton premier livre, qui est Le bœuf n'était pas mode, c'est ça? Je dois en avoir un exemplaire quelque part. Voilà. Donc merci à toi infiniment voilà, d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour venir échanger sur ce livre particulièrement marquant. Est-il besoin de te présenter? Est-ce que tu veux nous parler de toi en quelques mots? Oh, je suis auteur de bande dessinée depuis longtemps. J'ai commencé, euh, j'ai commencé ma carrière en... ça va nous ramener au petit frère, parce que j'ai commencé ma carrière début 77 dans Métal Hurlant, c'est-à-dire 9 mois après la mort de mon frère. J'en parle dans le bouquin d'ailleurs, parce que c'était une période un peu bizarre de ma vie, vu que j'étais dans... C'était quand même des émotions pour le moins contradictoires, quoi. Donc voilà, puis après, j'ai fait des bouquins chez Futuropolis, puis aux éditions Milan, plusieurs, la série Jacques Gallard, entre autres, dans les années 80. Après quoi, j'ai arrêté, j'ai fait une espèce de burn-out des pages de BD avec 8, 9, 10 cases, 12 cases, des décors partout, etc. etc. Mm. Et le travail monstrueux de documentation que je faisais à l'époque, parce que c'était des bouquins qui se passaient, par exemple, en Afrique du Sud ou en Union soviétique. Donc, ça demandait beaucoup de travail, de documentation. Et puis, j'avais un dessin à l'époque qui était très appliqué, on va dire, très ligne claire à une période. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai fait un burn-out et j'ai arrêté. Et je ne pouvais plus, vraiment, je ne pouvais plus aligner les cases. Donc, j'ai fait après... j'ai arrêté pendant 12 ans quand même. Pendant ces 12 ans, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, des fresques en mosaïque, des livres pour enfants, des reportages dessinés, j'ai fait encore des storyboards de cinéma. Et finalement, c'est le storyboard de cinéma qui a fini par me ramener à la BD à un moment donné. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait... donc, voilà, j'ai adapté le storyboard que j'avais fait pour un film de Tronchet. Ça a fait 2 albums. C'est les 2 seuls albums que j'ai fait de toute ma carrière, dont je n'étais pour rien dans le scénario. Et puis ensuite, j'ai fait... alors, je suis parti à ce moment-là au Québec pour enseigner la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Ça, c'était en 2003. Et pendant cette période-là, j'ai fait... donc là, j'ai retrouvé à ce moment-là Régis Loisel, qui habitait à Montréal aussi, donc on travaillait dans le même atelier. Moi, j'enseignais à Ottawa, mais je faisais la navette, parce que j'enseignais 2 jours et demi par semaine, donc le reste du temps, j'étais à l'atelier à Montréal. Et j'ai fait un album qui s'appelle Parole d'ange, qui est un album que j'aime bien, mais qui malheureusement a été pas dans la collection qu'il faudrait chez Glénat. Donc, il est passé un peu sous les radars. À mon grand regret. Mais enfin, bon, cet album, il a une importance parce que c'est à partir de cet album qu'est né le projet de Magasin Général, notamment parce que mon dessin dans cet album me permettait de retravailler à partir du dessin de Régis, c'est-à-dire de mettre un dessin par-dessus le dessin de Régis qui ne soit pas simplement son ancrage, mais qui ait du sens, qui apporte autre chose. Et ça, c'est une technique, donc, technique de crayon et d'ombre à l'estompe que j'ai développé dans Parole d'ange. Donc ensuite, on a fait Magasin Général avec Régis. Bon, ça a quand même été une belle tranche de vie, ça nous a pris pratiquement 10 ans. Et après quoi, j'ai commencé
mon travail autobiographique avec les 2 tomes d'Extase et maintenant Le Petit Frère. Voilà. Ok. Et donc, Le Petit Frère, dernier livre. Et tu l'as tout de suite, là tu viens de parler d'Extase, on peut dire qu'effectivement ça fait partie d'un cycle d'une certaine façon un peu introspectif, où tu te sers de ta vie comme d'un matériau créatif. En fait, je pense que je me sers. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le plaisir de raconter ma vie. C'est juste que, à travers des parties de ma vie, j'essaye d'explorer ce qui nous construit en tant que personne, en tant qu'homme, enfin, homme Ouais. pour moi, mais en tant que personne humaine, quoi. Mm. Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Mm. Quels sont les événements, quelles sont les choses qui m'ont Mm. construit, quoi. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé donc avec Extase, que je vais poursuivre après Le Petit Frère, en faisant un bouquin sur l'enfance et autour de la figure de mon père. Voilà. Mm. Ça, Okay. c'est aussi une période de construction de l'enfance. D'accord. Donc, Et si la on figure, parle du petit frère, puisque c'est ton actualité pour l'instant, on pourra reparler d'Extase, peut-être en faisant des ponts au il cours y en a, de l'échange. Pardon? Oui. il y en a. Non, Moi, oui. Oui, on a l'impression que que tu as pris un bout d'Extase que tu avais traité en quelques et qui donne aussi de la relief, un relief en fait à ce que tu racontes dans Extase. Voilà, en rajoutant une couche finalement d'histoire qui manquait. une autre, en fait, c'est comme des pièces d'un puzzle pour moi Ouais. donc il y a une partie qui rentre dans l'autre pièce et ça fait un ensemble, quoi. C'est Ouais, ça. oui. Ouais, oui. Donc le petit frère. Hein. Donc l'histoire, si on peut donner le début pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, elle se résume déjà par une phrase que tu as mis en exergue dans ton livre. On ne meurt pas en pleine vacances d'été quand on a 11 ans. Donc tu relates dans ce livre le décès accidentel de ton petit frère Gilles pendant les vacances d'été en 1976 en Bretagne, dans les Monts d'Arrée, qui est percuté par une voiture alors que vous êtes en roulotte. Toi, tu es directement concerné, je dirais pas impliqué, mais concerné en tout cas par cette histoire, puisqu'il est à tes côtés au moment où cette voiture va le faucher. Et c'est le point de départ tu lui tiens la main qui va revenir régulièrement dans le livre, puisque évidemment, notamment, tu vas connaître, tu vas témoigner des émotions qui te traversent. Elles sont multiples, et notamment cette culpabilité de lui avoir lâché la main, en tout cas à ce moment-là. Et, et tu vas nous embarquer finalement dans votre histoire familiale. On va vous suivre. Vous, je dis vous, puisqu'il y a ton autre frère, Dominique, et il y a ta mère notamment, qui est là, avec d'autres personnages, ton père qui va arriver aussi dans l'histoire, et tu vas nous inviter, entre guillemets, à venir partager ce moment particulièrement difficile, délicat à vivre, même si, comme tu le dis, on ne peut être que des témoins un peu extérieurs, malgré toute la compassion qu'on peut ressentir, rien ne remplacera l'expérience que vous avez vécue, mais on est là, en fait, à vous suivre, à vous accompagner dans ce qui se passe au moment de l'accident, qui vient assez vite dans l'histoire, et la suite, y compris les obsèques, au procès, et avec le témoignage à la fois assez clinique des faits tels que ta mémoire, mais presque vos mémoires, en fait, s'en souviennent, et aussi les ressentis vécus. Et ce qui fait la force, évidemment, je trouve, d'un album de bande dessinée, c'est que le graphisme vient, évidemment, comment dire, témoigner du ressenti, quoi. Voilà, c'est visuel aussi, quoi. C'est pas que Il y de a, l'intellectuel. il y a déjà beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Oui. On pourra décortiquer ça, mais j'ai oublié les premières. Mais ouais, déjà, une chose, c'est pas tellement de lui avoir lâché la main qui est le problème.
parce que lâcher la main, c'est la bagnole qui l'a frappé, qui l'a enlevé. C'est plus de ne pas l'avoir empêché de descendre à ce moment-là. Et en même temps, il faut préciser un truc, parce que j'ai vu dans des articles des choses bon, c'est des détails. C'est des détails, mais pour moi, c'est important, parce qu'en fait, on a l'impression, des fois dans certains articles, en fait, c'était une voiture qui nous doublait. Oui. Or, c'est pas ça, c'est une voiture qui venait complètement à sens inverse, puisque moi, je lui avais dit de regarder derrière, effectivement, sur le bas-côté de la route. Donc, la roulotte, évidemment, mordait un petit peu sur la chaussée, mais très peu. Et donc, je lui avais dit, fais gaffe, si tu descends du côté de la route, regarde derrière, s'il n'y a pas une voiture. Donc, il avait mis son pied sur le marchepied. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée à contresens, complètement à gauche. Et l'a fauché sur le marchepied. Donc, voilà. Ce qui explique effectivement que s'il regarde à gauche pour voir s'il y a une voiture double, il ne peut pas voir de l'autre côté qui est une voiture. Donc, et moi, je ne l'ai pas vu parce que la roulotte qui était devant, donc, il y avait deux roulottes, et la roulotte qui était devant était vraiment, il y avait la distance du cheval entre les deux. Donc, comme moi j'étais au milieu, ça me masquait ce qui se passait en face. On n'a pas vu la voiture arriver du tout. Donc, le choc est soudain et brutal. C'est ça. Voilà. Donc, après, il y a plusieurs. Je ne me souviens pas de tout ce que tu as dit, mais. Oui, tu disais qu'il y avait plusieurs mémoires, effectivement, dans ce récit, puisque moi, je me souvenais évidemment de certaines choses, mais pas de tout. Et donc, j'ai croisé beaucoup ma mémoire, et surtout avec celle de ma mère, et aussi un peu avec celle de mon frère, qui n'a pas voulu beaucoup me parler de ça, en me disant qu'il se souvenait de rien, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais il ne voulait pas interférer, lui. Et puis, également, plus tard, de ma sœur. Parce que j'ai une sœur qui est née après, du côté de mon père, qui est née après la mort de Gilles, 3 ans après. Donc elle a été très très marquée évidemment par ça, alors qu'elle ne l'a pas vécu. Donc il y a son témoignage aussi dans l'histoire. Donc c'est ce croisement de mémoire, effectivement, qui m'a permis de construire ce récit, quoi. Par contre, je précise une chose, c'est que dans tout mon travail autobiographique, je ne fais jamais penser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bulle de pensée ou de commentaire off qui serait la pensée de quelqu'un d'autre, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres, par définition. Donc, je sais ce qui se passe dans la mienne. Donc, moi, je peux faire des commentaires sur ce qui se passe dans ma tête, et après, je peux montrer ce que je vois des autres, ce que j'ai vu ou le souvenir que j'en ai. Voilà. Et alors, d'où est venue cette volonté de faire cet ouvrage 45 ans après le décès de Gilles? Écoute, j'en parle à la fin du bouquin. C'est vraiment, j'avais jamais pensé à faire ce livre, vraiment, mais jamais. Même après avoir fini les 2 tomes d'Extase, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un bouquin sur mon frère. L'idée est née au mois de juillet, non, d'abord en mai, puis après en juillet 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Donc j'avais fini le tome 2 d'Extase. Et alors c'est une précision importante, je venais de m'acheter un iPad. J'expliquerai pourquoi. Mais donc j'étais à Montréal, et j'ai une de mes amies à Montréal, française, qui a perdu son frère brutalement. Il avait 29 ans, il a eu je crois que c'était une crise d'épilepsie, je crois, ou une rupture d'anévrisme. Enfin bon. Épilepsie, je crois que c'est ce que tu écris, épilepsie. Oui. Et il est mort brutalement. Et ensuite, je suis venu en France pour l'été, et j'ai entendu à la radio un fait divers qui a eu lieu dans le sud de la Bretagne, et qui m'a rappelé de façon troublante l'accident de mon frère, puisque c'était un gars qui conduisait une voiture, il avait une passagère, et il a renversé 2 gamins. Je crois qu'il en a tué un, mais blessé l'autre grièvement, peut-être tué les 2, je ne me rappelle plus. Et il s'est enfui. Donc tout ça rappelait, bon voilà. Et donc il y avait une espèce de chasse à l'homme qui était organisée par la police pour le retrouver.
Et on parlait donc sur les chaînes d'infos à longueur de journée de ça, enfin, sur France Info. Et, et on parlait des sanctions qui risquaient, qui étaient 10 ans de prison, enfin, des trucs comme ça. Alors que quand on voit ce à quoi a été condamné mon frère, ça faisait un décalage. Alors moi, je précise tout de suite, et je l'ai dit dans le bouquin, je ne suis pas, Chauffard, oui, chauffard, oui. ouais, je suis pas du tout partisan de la prison pour des trucs comme ça. Ouais. Je trouve que ça sert absolument à rien, mais vraiment à rien. Je pense qu'il vaut mieux des travaux d'intérêt général Ouais. bien ciblés, quoi, genre dans un hôpital avec des grands blessés de la route, tu vois, des trucs comme ça, pendant une période suffisamment longue pour que ça voilà. Mais bon, même bref, ça c'est autre chose. Et donc, quand je suis rentré après à Montréal au mois de septembre, j'ai vu mon ami que je n'avais pas vu avant l'été, et je me suis entendu lui dire que j'allais faire un bouquin sur mon frère. Et il y a un lien en fait, c'est-à-dire que en fait, moi j'ai une théorie qui est que quand on n'a pas vécu cette chose-là spécifiquement, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est-à-dire c'est du domaine de l'expérience. Moi, je ne saurais jamais ce que ça fait que d'accoucher. Je peux m'imaginer, voilà, mais je ne peux pas savoir ce que ça fait réellement, ce que ça représente réellement. Et bien là, je pense que c'est pareil. Et je pense que très paradoxalement, j'ai fait ce bouquin pour essayer de partager ça. C'est le paradoxe. Oui. Oui, c'est ça, c'est que c'est l'expérience, évidemment, tous les parents, enfin, le pire cauchemar d'un parent, c'est cette situation-là. Et le paradoxe, c'est de venir parler de ce livre qui nous confronte à cette situation, et en se disant, mais waouh, enfin, comment dire, quelle intensité émotionnelle tu nous fais vivre en fait avec ton livre, qui pour moi en fait, alors qu'on parle d'un décès et d'un deuil, est plein de vie en fait. C'est la vie qui de toutes les facettes et sa complexité des personnages. Je parlais ce matin même au téléphone avec mon cousin qui vient de perdre son fils, qui était dans le coma depuis quelques années. Bon, enfin bref, donc son fils Daniel est mort il y a un mois et demi, donc c'est extrêmement frais. Et bon, eux, ça faisait 4 ans qu'il était dans le coma, donc bon. Mais et mon cousin se rappelle de la mort de mon frère, évidemment, il s'en souvient. Et donc, on parlait de ça, on parlait du deuil, et lui, il me disait, moi, j'ai l'intention de vivre ce deuil-là par la vie, en fait, c'est-à-dire en me reconnectant à la vie et pas en tournant en rond dans ce truc-là, bon, parce que je ne veux pas. Et mon cousin à mon âge, on a un mois d'écart, donc c'est vraiment le même. Mais là, je dis ça parce que, en fait, quand je l'ai vécu, moi, j'avais 18 ans. Et donc, si tu veux, la force de vie était plus puissante que le deuil, quoi, en fait, que Ouais. la mort. Ouais. C'était horrible. J'en ai vraiment chié vraiment pendant un an très, très sérieusement. Mais ensuite, moi, je me rappelle très bien qu'au bout d'un an, j'ai décrété la fin du deuil. J'ai dit, OK, c'est Ouais. terminé, je passe à autre chose. Ce qui n'était pas vrai. Ça continue à faire son travail. C'est tout le bouquin. Hein, raconte comment il y a des rebondissements. Voilà, tu vois, il y a des espèces de répliques, comme dans les tremblements de terre. Tout ça, il y a des répliques qui ressortent sur la durée. Peut-être même que ce bouquin est la dernière réplique, tu vois, voilà, Ouais. pour clore ça. Mais néanmoins, à l'époque, moi, c'était très fort le sentiment que j'avais une vie à vivre et que j'allais pas que j'allais pas me noyer là-dedans, quoi. Je ne voulais pas me noyer là-dedans. D'autant plus que je voulais vraiment être auteur de bande dessinée à l'époque, je faisais tout pour ça, donc j'arrêtais pas de dessiner sans arrêt, et que 9 mois après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans Métal Hurlant. Donc j'avais 19 ans, tu vois. Donc c'était puissant comme tu vois, comme tiraillement. Voilà. Mais la vie l'a emporté. La vie l'a emporté. Et en plus, bon, je précise un truc parce qu'en ce moment, je fais beaucoup d'interviews. Et donc, les gens qui viennent me poser des questions, ils viennent de lire le bouquin. Donc, eux, ils sont sous le choc de ça. Et ils ont l'impression que pour moi, ça a été une épreuve épouvantable, enfin, de faire le bouquin, je veux dire.
etc. Et que, c'est comme, il m'aborde comme si ça venait de se passer hier, mais c'est pas vrai. C'était il y a 4 ans. Donc, si tu veux, moi depuis je veux dire, les 15 dernières années de ma vie, même un peu, au moins les 15 dernières années de ma vie, j'ai jamais été aussi heureux. Donc, c'est vraiment une période où j'ai réglé beaucoup de mes problèmes personnels. J'ai fait un gros travail d'introspection et puis de réflexion, et puis un travail, tout simplement, je veux dire, avec des moyens qui sont ce qu'on appelle le travail sur soi. Tu vois, il y a plein de choses différentes. Mais bon. Donc je fais ça, je continue et ça va très très bien. Je suis en amour, tout va bien. Vraiment, au niveau du boulot, c'est formidable. Donc ça va. Mais évidemment, bon voilà, il y a eu ce bouquin-là que j'ai dû faire. Enfin, oui, que j'ai dû faire parce qu'il s'est imposé à moi à un moment donné. Et quand j'ai commencé à faire ce livre, il a fallu, évidemment, la première chose, ça a été qu'il a fallu que j'en parle à ma mère en premier. Et là, je savais que j'allais ouvrir la boîte de Pandore, quoi, parce que, bon, voilà, je dirais, elle essaye d'en parler, elle ne parle pas, ou très très peu, bon, bref. Donc là, je savais que j'allais ouvrir un truc difficile pour elle, peut-être aussi pour ma famille, je ne sais pas exactement. Enfin, mon frère, par exemple, comme on le voit dans le bouquin, ce n'est pas un grand causeur, donc il ne dit pas vraiment. Mais je ne sais pas comment il a vécu ça, lui. Donc, il a fallu que je fasse ça. Et après, si tu veux, donc évidemment que quand j'ai ouvert d'abord quand ma mère a ouvert la valise dans laquelle il y avait tout le matériel, si tu veux, voilà, qui était chez ma mère, il y avait toutes les photos, les comptes rendus du procès, le procès verbal de gendarmerie, etc., etc. Ça a été bon. Alors heureusement, quand le soir où elle a profité d'un moment où Aude, mère Millot, on n'était plus ensemble déjà, mais elle allait voir ma mère régulièrement. Et donc, un jour, elle est passée là et ma mère lui dit, écoute, tu vas faire ça avec moi. Donc, elles ont ouvert la valise ensemble, ce qui a aidé, quoi. Je voyais ça aurait été difficile que ma mère fasse ça toute seule. Et puis, Aude m'a envoyé des photos de ce qu'il y avait dans la valise. Et ensuite, mon frère a pris le relais, c'est-à-dire il a pris la valise, on a fait un Skype, je lui ai dit, il me montrait les documents, tu vois, j'ai dit, ça j'en aurais besoin, donc il m'a fait des scans, un peu de tout, ce dont j'avais besoin, ce qui m'a permis de commencer à travailler. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, si tu veux, moi j'étais en mode production. Donc moi, c'est mon boulot, donc si tu veux, voilà, la nécessité de raconter une bonne histoire prend le dessus. Heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas possible, quoi. Et donc après, mon souci, c'était de raconter les choses comme je voulais les raconter, de façon le plus précise, le plus subtil, je dirais, tu vois, le plus, voilà, le mieux possible, quoi. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça a été un livre super difficile à faire pour moi émotionnellement. Il y a eu des moments, évidemment, notamment quand je parlais avec ma mère sur Skype, parce que là, des fois, c'était... voilà. Mais moi, quand j'étais en mode travail, mon souci, c'était de faire un bon bouquin, quoi. Voilà. Moi, ce que je trouve vraiment... Oui, vas-y. Je pense que c'est un bouquin que j'aurais évidemment pas pu faire il y a 20 ans, tu vois. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le métier qui m'aurait permis de faire ça, déjà. Et puis, peut-être que ça aurait été encore il y a 20 ans, je ne sais pas, mais je n'aurais pas pu faire ça 10 ans après la mort de mon frère. Ça aurait été une espèce de bouillie, tu vois, émotionnelle. C'est pas possible, quoi. Il fallait que ça se décante, tu vois. Il fallait que le travail soit fait avant de pouvoir en parler. Voilà, excuse-moi. Oui, non, oui, je trouve qu'il y a une maturité, enfin, sans jugement, mais il faut une maturité quand même émotionnelle, tout ce qu'on veut, pour être capable de se saisir de ça, effectivement, et de le travailler, quoi, de le travailler comme tu l'as restitué, et en même temps d'arriver à témoigner de la complexité de l'être humain. Ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est une mise à nu, bon, dans l'extase, dans tous les sens du terme, mais là, tu te livres
y compris dans tes tourments intérieurs ou même dans tes… On prend l'exemple du chauffard, par exemple. Il pourrait avoir ça peut être la figure du salaud absolu, etc. Mais tu vas même quand même témoigner de tes propres conduites automobiles à risque en disant, mais j'aurais pu être ce type-là finalement moi-même. Et alors, où est le bien, où est le mal dans tout ça? Il n'y a pas, c'est plus. Enfin, moi, j'essaye d'éviter le manichéisme. Il y a deux choses que j'essaye d'éviter, mais alors avec Ouais, beaucoup d'énergie. C'est le manichéisme et le pathos. ouais, Ça, c'est vraiment deux règles absolues pour moi. Et donc, quand tu évites le manichéisme, eh bien, tu es obligé de te poser des questions sur, tu vois, c'est pas gris, c'est pas noir, c'est pas noir ou blanc. Enfin, je veux dire, ouais, il y a des zones de gris. Et moi, c'est clair que, mais je pense que ça pourrait arriver à tout le monde, hein. ouais, Un accident comme ça peut arriver à n'importe qui. ouais, Un gamin qui traverse la route devant toi, tu l'as pas vu venir, n'importe quoi. Un gars qui tombe en moto devant ouais. toi, ça peut arriver absolument à n'importe qui. Un pneu qui explose, tu vois, tu sais Oui, pas. un moment d'inattention au volant, tu regardes n'importe quoi. Il y a Ouais, 10 millions de raisons pour que ça ouais, arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. ouais, La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais dans un ouais, cas comme ça. ouais, Et quand tu sais que c'est ta faute, comme lui, il savait que c'était sa faute, quand tu sais que c'est ta faute, je pense encore plus. Je pense que de toute façon, quand un truc comme ça t'arrive, tu as un moment de. Tu vois, quand tu réalises ce qui vient de se passer, tu as un ouais, moment de blanc complet. Quoi. ouais. Le cerveau déconnecte D'ailleurs, complètement. tu te mets en parallèle avec lui en disant, mais peut-être qu'on a vécu Ah, moi, le même chose, en fait. je pense qu'on a eu tous les deux au même moment le même moment de stupeur intégrale, quoi. Tu Ouais. vois, La sidération, quoi. voilà, Oui. sidération absolue, quoi. Tu Ouais, vois. Donc là, ouais, voilà. Alors après, ok, on peut toujours s'imaginer qu'on serait le mec super bien et que évidemment on s'arrêterait pour aller porter secours, etc., etc. ouais, Mais je sais pas. Moi, en ouais, ce qui me ouais, concerne, j'en sais rien. Je ouais, pense que ce genre de truc, on le sait quand on y est. Tu vois, tu es au bord d'un canal en plein hiver, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu sais pas toi-même très très bien nager, est-ce que tu plonges? ouais, Tu vois, ça arrive de ce genre de truc. On voit des faits divers comme ça. Le mec, il ouais, plonge, l'autre, il se noie. Tu vois. Donc, est-ce que tu es capable de le faire? Moi, j'en sais rien, honnêtement. ouais, J'en sais ouais, rien. Et je pense que les gens qui le savent sont vraiment, enfin, qui sont sûrs d'eux, tu ouais, vois, j'y crois moyen, quoi. Bref, donc, donc en fait, c'est ce que je veux dire. Quand tu veux vraiment, quand tu fais, enfin, bon, là, on va revenir à on va parler de ce que c'est que l'autobiographie pour moi. L'autobiographie, ça n'a de sens que si c'est un truc qui parle de quelque chose de plus large, si tu veux, ouais, qui parle de l'humanité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui nous construit en tant que personne. Et, euh, et ce qui nous construit et ce qu'on est, etc., c'est jamais blanc ou noir. Donc, si on n'est pas capable d'aller voir soi-même les trucs que peut-être dont on est moins fier, on va dire, tu vois, ben, c'est pas la peine de le faire. Parce que ouais. ça devient une espèce d'auto-célébration. Mmh. Enfin, tu vois, ça n'a aucun Ouais, intérêt, quoi. Et ça, je l'ai déjà fait, alors évidemment, sur un mode complètement différent dans Extase. Dans Extase, je passe mon temps à me foutre de ma gueule, quand même, beaucoup. Quoi. ah oui, Tout le temps dans le recul, en te disant, oh, ouais, vraiment, tu vois, bon, voilà. Je ne me montre pas à mon avantage ouais, parce que, enfin, pas tout le temps, dans tous les cas, parce que c'est comme ça. Donc, ça, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et du lecteur, si tu veux. ouais, Moi, je prends l'engagement, quand je fais une autobiographie, de raconter avec la plus grande honnêteté ouais, possible. Bon, après, ça, voilà, l'honnêteté, jusqu'où ça va, tout ça. Mais moi, j'essaye d'aller le plus loin possible dans ouais, l'honnêteté, tu vois, dans la transparence. Je ne suis pas un mec qui a, enfin, surtout depuis que je commençais à faire l'autobiographie, mais bon, même avant, je ne suis pas quelqu'un qui a un gros jardin secret, si tu veux. Tu vois, c'est pas ce qui me caractérise, on va dire. Tu vois, moi, j'essaye d'être le plus transparent possible pour une raison simple, c'est que j'aime assez que les gens à qui je parle sachent à qui ils ont vraiment affaire, tu vois. mmh, Voilà. Donc, il y a mes amis les plus proches, ils savent des trucs sur moi depuis longtemps, tu vois, qui ne sont pas forcément les trucs les plus. Tu vois, voilà,
j'en parle. Là, la différence, quand tu fais des bouquins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Le plus de gens possible, en plus. Ouais. Donc, voilà, mais bien sûr, il y a cette... voilà, je me suis effectivement mis à la place du gars, et voilà. Alors, ma mère lui a écrit une lettre, hein, qui est dans le bouquin, et alors elle dit que ce qu'elle lui reproche, c'est plus que d'avoir renversé mon frère, c'est de ne pas s'être arrêté. Ah oui. Et en plus de ne pas s'être arrêté, non, c'est même pas ça. C'est surtout même en admettant que, ok, il a eu, parce qu'on peut comprendre aussi qu'il ait eu peur, le gars, de s'arrêter et de se retrouver confronté à 10 personnes Oui. en colère, tu vois, à ce moment-là. Parce que bon, là, on ne savait pas que Gilles était mort, mais enfin, tu vois, il aurait pas été très bien accueilli, à l'évidence. Donc, on peut comprendre ça. Mais par contre, le problème, c'est que le gars, après, il s'est barré et il a fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire, il est allé retrouver des... J'en ai pas parlé dans le bouquin parce que, bon, je ne voulais pas en faire des caisses là-dessus. Mais le gars, il est allé retrouver ses parents. Ils étaient en vacances, il est allé retrouver ses parents. Il a pris sa grand-mère Ils ont pris la grand-mère en voiture pour la ramener chez elle, etc., etc. Et c'est là qu'ils se sont fait gauler par les flics. Ouais. Moi, j'avais donné la description de la voiture, la couleur et le fait qu'elle était esquintée sur l'aile avant gauche. Donc voilà, bon, voilà. Mais donc c'est ça, le plus terrible, je trouve, dans cette histoire-là, c'est ça. Tu vois, il n'a pas fait un geste pour téléphoner. Tu vois, téléphoner. À l'époque, il n'y avait évidemment pas de portable, rien. Donc on était complètement démunis sur cette route où il passait une voiture tous les quarts d'heure, tu vois. Et donc, évidemment, bon, alors je pense honnêtement que ça n'aurait pas changé les choses pour mon frère, hein, parce qu'il était trop esquinté et qu'il ne s'en serait pas sorti quand même, de toute façon. Il ne s'en serait pas sorti. Donc, bon, mais quand même, si tu veux, sur le principe, il a absolument rien fait, quoi. Et moi, ce que j'ai vécu, alors pour le coup, le pire que j'ai vécu, c'est après au procès, le fait que on avait le sentiment que cette famille était hostile, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il nous reprochait à nous de se trouver dans ce tribunal. Ça, j'ai trouvé ça difficile. C'est comme cette expérience, comme tu la relates, elle est quand même raide. Enfin, bon, évidemment, il y a le décès, mais il y a tout le reste. Enfin, il y a effectivement l'absurdité enfin, bon, le fait qu'ils préviennent pas, mais le procès lui-même, enfin, ce que tu décris c'est surréaliste. Enfin, ou les conditions d'annonce du décès de ton frère, que ce soit pour ta mère, que tu découvres vis-à-vis de toi-même. Je pense que ça parle d'une autre époque, tu vois. Ouais. Avec tout ce qu'elle avait d'avantages et d'inconvénients. Ouais. Tu vois, dans mon prochain bouquin, je vais parler aussi de mon enfance. Donc là, on va dire plutôt la fin des années 60 et surtout les années 70, on va dire, tu vois. Et il y avait des trucs, enfin, je veux dire, mon père était mes parents étaient un peu particuliers, surtout mon père, tu vois, c'était un personnage, mais dans le rapport aux enfants et à la liberté qu'on leur laisse, etc., des fois, je pense à des trucs. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont laissé partir habiter seul quand j'avais même pas 15 ans, j'avais 14 ans et demi, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, j'avais donc une mob, et donc j'étais au lycée, et je partais le week-end, des fois, je leur téléphonais et je leur disais, ce week-end, je ne rentre pas. Je vais aller camper. Et je prenais ma tente avec ma mob et je partais camper. Ils ne savaient même pas où j'étais. Même moi, je ne savais pas où j'allais. Alors, donc, tu vois. Et je te dis, aujourd'hui, je ne sais pas si on laisserait des gamins de 15 ans partir comme ça, tout seul, en scooter, pour aller camper au milieu de nulle part, tu vois, sans avoir aucun moyen de les joindre, ni rien, quoi. Ben, c'était un peu comme ça à l'époque. Ça, pour moi, ça faisait partie des bons côtés, parce que moi, j'en ai profité, mais très largement. Voilà. Ouais. Mais l'autre côté, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas tellement de précautions. Enfin, en tout cas, les médecins, les infirmières, à l'époque, quand ils t'annonçaient la mort de ton frère, c'était rough, quoi, tu vois. Ah, ouais.
Et en Après, même on ne peut pas généraliser non plus. Hein. Dans ce cas-là, c'est oui, 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 on parle bien de cette expérience-là. sûr. Moi, je parle que de mon Ouais. expérience. Je ne veux pas jeter l'anathème sur les médecins et les infirmières des années 70. Hein. Voilà. Mais nous, c'est ça qu'on a vécu. Je trouve vraiment ce qui est riche dans ton ouvrage, c'est comment tu accueilles la complexité de l'être humain. Il y avait une phrase que tu avais dit à ton psy dans Extase, que j'ai retrouvé, il dit qu'on connaît, mais dire les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont. Hum. Et je trouve que c'est ce qui t'aide aussi à être en empathie malgré tout, en fait, avec eux. Et c'est ça qui fait la richesse, je trouve, de ton témoignage, parce que du coup, on est embarqué dans, voilà, dans des ressentis qui varient, qui fluctuent au gré des circonstances. Ça t'empêche pas d'avoir des poussées de colère que tu témoignes, ou des plongées dans un abîme sans fond, des tendances même, tu le relatais déjà dans Extase, de peut-être d'en finir à un moment donné tellement ça va mal. Et tu remontes et puis voilà, et tu rencontres des gens voilà, qui sont ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent. Et on voit bien que finalement, on tombe pas dans le jugement en permanence qui serait de classer ça c'est bien, ça c'est mal. Et au contraire, ça nous aide à être proche de tous ces gens. Et du coup, on entre vraiment en résonance, je trouve, avec ton récit à chaque fois, quoi. Et c'est vraiment une vraie richesse, je trouve, et c'est un signe de maturité, quoi, aussi, d'être capable ouais, Merci. En même temps, mon âge, heureusement que je. Ben, oh, tu connais la chanson de Brassens, tu sais, quand on est oui, comme oui, ouais. je sais. Mais, Ah, mais c'est bon, bon, en tout cas, moi, j'ai eu la chance les moyens aussi, hein, parce que si tu veux, je pense que, tu vois, moi, je parlais de ça avec mon cousin ce matin aussi, tu vois, puisqu'on est vraiment on a le même âge. Donc, je disais, mais nous, en fait, on a eu les moyens, notre génération a eu les moyens d'avoir l'accès à tout ce, comment te dire, tout cet outillage de ce qu'on appelle le travail sur soi, mmh, que ce soit la thérapie, la psychanalyse, puis après tous les trucs de développement personnel, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais parce que c'est tout n'importe quoi, mais enfin, il y en a dans le qui sont, tu vois, la méditation, mmh, etc. Bon, moi, je pratique plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que, mais voilà. Donc ça, c'est toi, la génération de mes parents n'a pas eu accès à ça. C'était trop confidentiel à l'époque. Nous, mmh, on fait partie d'une génération qui a pu, si elle a eu les moyens aussi sociologiquement, parce que bon, moi, mes parents étaient profs, donc si tu veux, c'était un milieu relativement, ouais, voilà, éclairé, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir aussi sortir de mon village, aller d'abord à Toulouse, dans un grand lycée, à une époque en plus qui mmh, était extrêmement politisée, donc tu vois, de faire une éducation ouais, qui avait déjà été commencée dans la famille, mais de poursuivre une éducation politique, un travail voilà, de réflexion et de décryptage, tu vois, des choses, quoi, ouais, et puis après je suis allé à Paris, bon, ben, etc., etc. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir les moyens de ça, tu vois, mmh, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Donc voilà, ça alors du coup moi ça m'a permis, et je m'en suis pas servi tout de suite, hein, parce que j'ai été con et enfermé dans des trucs pendant longtemps, mais moi la chance que j'ai eue c'est que la naissance de mon fils aîné, donc qui a 27 ans maintenant, a été une espèce de puisque je ne m'attendais pas du tout à avoir un enfant à ce moment-là et que c'est un enfant qui m'a été fait un peu dans le dos, si tu veux. Mais là, ça a été un choc parce que je me suis dit, OK, maintenant, tu as un enfant, donc tu as une responsabilité. Et là, il faudrait peut-être que tu commences à te poser des questions sur ce que tu fais dans la vie, quoi, tu ouais, vois. Comment il est arrivé, pourquoi, etc., etc. Et après, voilà. Donc ça a été le point de départ pour moi d'un travail qui n'a pas arrêté depuis, qui est passé par plein de phases, de trucs, et aussi par des phases. Enfin bon, c'est à cette période-là, j'étais quand même dans un gros trou d'air, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. mmh, Donc voilà. Après, il n'y en a pas eu d'aussi gros, on va dire. Tu vois, ouais. à partir du moment où j'ai commencé vraiment à regarder les choses en face et à. Voilà. Et puis, ben, ça continuait, ça continue. Donc, ça, quand même. Tu sais, le Dalai Lama, il dit
un voyage de 10 000 lieues commence par un pas. C'est peut-être Mm. le Bouddha d'ailleurs qui disait ça. Un voyage de 10 000 lieues commence par un pas. Mm. Ouais, si tu commences pas ce travail-là, c'est sûr que. Mais voilà, après, c'est un travail sur la durée, voilà. Et je pense que ces bouquins, ils sont le produit de ça. Oui. Tu vois, j'aurais pas pu les faire quand j'avais 30 ans. C'était absolument impossible. Et en même temps, tu dis, tu en parles dans le livre, et il y avait ce besoin de parler quand même, parce que tu dis, il y a une image que tu utilises pour dire, tu étais dans une boîte, disant, mais moi finalement, je peux rien dire, et même au procès, puisque tu voulais pouvoir témoigner. Donc, est-ce que tu as l'impression quand même que c'était le moment quand même de finalement t'exprimer au-delà de tout le reste et de dire quelque chose sur cette histoire? Maintenant, tu veux dire. Oui, oui, maintenant. En 2019, en tout cas. Écoute, je sais pas, je t'ai expliqué tout à l'heure, moi, je n'avais pas pensé à faire ce bouquin-là avant, tu Oui. vois. Donc, ça a Ouais. surgi. Alors, toujours dans la discussion avec mon cousin ce matin, il me disait, mais ouais, mais si ça a surgi, c'est pas par hasard, quoi. C'est que Ouais. ça avait besoin, tu vois. Ouais. Que ces deux événements qui arrivent Ouais. par hasard, tu vois, qui se télescopent, fassent surgir ce truc-là, c'est qu'il y avait un truc. Bah, oui, sûrement, ouais, Ouais. évidemment. Mais Ouais. j'avais pas pensé à le faire avant. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est bon, un peu autre chose, mais j'ai parlé de la maturité là, enfin, du fait que maintenant je peux faire ces bouquins-là et que j'aurais pas Ouais. pu les faire avant. Il y a des livres que je voulais faire quand j'avais 30 ans, que je n'ai pas fait et je suis super content de ne pas les avoir fait. Tu vois, Ouais. parce que je me dis, putain, si j'avais fait ça à l'époque, ça aurait pas été bien, tu vois. Ouais. Ça aurait été moins bien que ce que je pourrais faire maintenant. Je ne sais pas si je les ferai un jour, mais en Ouais. tous les cas, je suis content de ne pas les avoir fait à ce moment-là. Ok. Donc, Il y a des questions. Ouais. Il y a des questions, vous pouvez poser des questions, hein, on va les prendre et puis on prendra un temps pour y répondre, évidemment. Donc, je le glisse maintenant. J'ai encore quelques petites choses quand même. Je trouve que ton écriture est très cinématographique, ta, ah, ta narration. Et voilà, bon, on l'avait déjà vu, je trouve, dans Magasin Général. Bon, là, c'était à quatre pour mains. moi, c'est pas pareil. Hein. Oui, oui, mais là, dans Extase et encore plus dans Le Petit Frère, je trouve que, ben voilà. Et tu disais que tu avais écrit des scénarios, c'est ça? Non, pas de scénario, tu avais travaillé pour un réalisateur, ou je sais plus ce que tu Moi, je disais. fais des storyboards, donc oui, mais ça n'a Ouais. rien à voir. Mais je Storyboard, trouve, voilà, je trouve que ton écriture est très cinématographique. Voilà, je te le dis. alors c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi pour Magasin Général, évidemment, puisque là, mais c'est beaucoup dû au dessin de Régis, parce que Ouais. Régis a une mise en scène cinématographique. Et si tu veux, moi, j'aurais pas pu faire Magasin Général tout seul. J'ai pas l'ampleur graphique qu'il a, c'est-à-dire cette capacité à dessiner des paysages avec une profondeur de champ incroyable, dans sa tête, de pouvoir faire tourner une maison sous différents angles. Tu sais, c'est comme s'il avait un logiciel Ouais. 3D comme ça. Et puis, voilà. Moi, ça, c'est très difficile pour moi. Ouais. C'est très difficile. Donc moi, alors en même temps, j'ai employé une image qui vaut ce qu'elle vaut quand on faisait Magasin Général. Au début, je disais, c'est un peu, parce que l'alliance graphique entre Régis et moi, au début, c'était quand même un truc un peu bizarre, tu vois. C'était pas attendu, quoi. Mm. Et je disais, c'est un peu comme si Spielberg faisait un film avec Eric Romer, tu vois. Tu vois, une espèce de mélange improbable. Et effectivement, c'est vrai que moi, j'ai amené dans le Magasin Général une espèce de douceur, si tu veux, d'intimité, tu vois, voilà, Ouais. d'aller dans les gros plans de visage, tu vois, Mm. très près, etc., etc. Par contre, j'ai l'impression que ce que je fais depuis Magasin Général, c'est pas cinématographique pour moi. Ouais. Beaucoup plus. Alors, déjà, Extase, ça a été adapté au théâtre, tu sais, donc ça, c'est la preuve que c'était au moins théâtral, en tous les cas. En tous les cas, dans Extase, dans le tome 1 d'Extase, il y avait une pièce de théâtre et je l'ai compris quand je le faisais. Je ne l'ai pas fait exprès, mais quand j'ai eu fini le bouquin, avant même qu'il soit imprimé, dès que j'ai eu les PDF, je l'ai envoyé à mon ami Franck Jazédé, qui est comédien, donc, en lui disant, tiens, regarde. Et du coup, lui, il a rebondi là-dessus et, c'est devenu une pièce de théâtre seul en scène dans lequel il est absolument phénoménal comme comédien. C'est vraiment un truc, c'est une Mm. performance
incroyable. Donc, il y a du théâtre en tous les cas. Mais moi, j'ai l'impression que Le Petit Frère, c'est vrai, et même Extase, hein, j'ai l'impression qu'Extase et Le Petit Frère, c'est fondamentalement de la bande dessinée. C'est-à-dire que, en fait, les recours auxquels les moyens auxquels j'ai recours, pardon, pour raconter l'histoire, c'est des moyens purement de bande dessinée. Ouais. Faire, si tu veux, dans Extase, par exemple, passer tout d'un coup de personnages qui sont dessinés de façon réaliste, enfin, ou semi-réaliste, à un personnage avec un tout petit corps et une grosse tête, tu vois, Oui. tout seul au milieu d'une page blanche, Mm. faire péter les cadres quand c'est Mm. nécessaire, ça je l'ai aussi fait dans Le Petit Frère, pas hésiter tout d'un coup à faire des Mm. 3 doubles pages complètement éclatées, Oui. ou passer d'un gaufrier de 6 cases, tu sais, le gaufrier, Ouais. voilà, c'est 6 cases très régulières, là, je sais pas, à une pleine page ou à des trucs avec 2 cases par page, etc. Puis, sans me préoccuper du tout de savoir. Enfin, en tout cas, moi, la seule Mm. chose qui m'intéresse, c'est l'efficacité du récit. Donc, tu vois, si à un Ouais. moment donné, j'ai besoin de ça, je le fais, quel que soit le recours. Mais ce sont des processus, des procédés de bande dessinée, Mm. vraiment. Tu Mm. vois. Donc, moi, j'ai l'impression que je fais vraiment de la bande dessinée. Dans, Oui. tu vois. Je comprends. Oui, oui. Ouais, je trouvais qu'il y avait des procédés narratifs qui étaient super intéressants et qui, pour moi, quand vous retournez sur les lieux de l'accident, en fait, en 2021, et que tu incorpores progressivement, tu vois, avec le retour de la couleur, parce que tu travailles aussi sur la couleur, visuellement, c'est magique. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, je le vois aussi, enfin, je vis le truc. Alors peut-être parce qu'on est dedans et qu'en fait, c'est tellement vivant comme récit, comme Ouais. récit. Alors, tu vois, après, il y a des trucs. Bon. Au cinéma, par exemple, il y a un truc, un procédé qui fonctionne extraordinairement bien, je trouve, et je l'ai vu dans plusieurs films. Quand quelqu'un vit je ne sais pas, il y a sa maison explose, ça, tu vois, enfin, il y a quelqu'un qui meurt, ça, tu sais, Mm. son frère meurt devant lui, etc., etc. Le personnage, la scène est filmée au ralenti, très ralenti, tu vois. Ça fait comme une espèce de truc extrêmement ralenti. Et on n'entend plus les sons, ou alors les sons sont complètement distordus, tu vois. C'est comme les voix, ça arrive de loin, etc., etc. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable parce que ça donne exactement l'impression de l'état dans lequel on est à ce moment-là. Mm. Espèce de truc qu'on est coupé du monde, quoi, tu vois. On est dans une espèce de truc cotonneux, on ne comprend plus ce qui se passe ni rien. Et moi, là, j'ai essayé de trouver des choses équivalentes, effectivement, notamment dans la scène où l'infirmière m'annonce la mort de mon frère, ou que j'ai traité en couleur avec, bon, voilà, et avec une espèce de pluie de cendres qui tombe Ouais. sur les pages, comme ça, parce que, excusez-moi, parce que c'est un peu l'état, enfin voilà, j'ai essayé de trouver un équivalent de ce procédé cinématographique. Mais ça Ouais. reste de la bande dessinée, quand même. Ouais, oui. Ah, c'est du dessin, quoi. Oui, oui. Tu vois, comme par exemple, moi, encore une fois, c'est des trucs que je n'ai pas inventés, hein, mais ce truc, moi, je me souviens, j'ai l'impression que la première fois que je l'ai vu, ce truc-là, c'était dans Le combat ordinaire de Larsenet. Peut-être qu'il y a eu d'autres trucs avant, mais en tous les cas, ça a été beaucoup repris depuis. C'est ce truc d'avoir les yeux complètement vides, tu vois. Ouais, Voilà, moi, j'ai dessiné beaucoup mon frère Dominique comme ça, parce que oui. pour moi, il était dans un état de choc. Oui. Ce truc-là, mais ça, c'est pas du tout réaliste, c'est pas un truc de cinéma, Ouais. ça. Typiquement, c'est vraiment un truc graphique de bande dessinée et qui est super efficace, qui rend Mm. extrêmement bien compte Ouais. voilà. Et l'utilisation, du coup, pour la première fois pour toi d'un iPad a Alors, été un outil qui t'a libéré complètement au niveau graphique. ouais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, si tu veux, alors là, l'iPad, bon, c'est encore un truc que j'ai découvert par Aude Mermillot parce qu'elle, elle dessine sur tablette depuis toujours. Et à un moment donné, bah, à l'époque, on était encore ensemble, elle s'est acheté un iPad. Et moi, on était à Montréal, j'avais fait une affiche pour un festival de bande dessinée, un festival de Lezou.
Et il fallait que je la mette en couleur et je n'avais pas les peintures pour le faire. Je me suis dit, ah, tu vas bousiller l'affiche, là, tu vas bousiller le dessin, quoi, je veux dire. Bon. Donc, j'ai scanné le dessin et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me montrer comme ça, parce que ça a l'air super ton truc, là, elle n'arrêtait pas de dessiner là-dessus, elle s'éclatait. Est-ce que tu pourrais me montrer comment ça marche? Donc, elle m'a montré, juste pour faire les couleurs, quoi. Donc, elle m'a montré, j'ai compris en 10 minutes le principe de base, si tu veux, pour faire les couleurs. Et puis, je me suis lancé là-dedans. Et alors là, j'ai découvert un plaisir de dessin absolument phénoménal pour plusieurs raisons. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est extrêmement sensuel de dessiner sur un iPad. Le toucher Mm. du crayon, de l'iPad sur l'écran, c'est extraordinaire, quoi. Ça glisse, voilà. Et puis, après, il y a plusieurs choses. Bon, alors, il y a le fait qu'il n'y a pas d'erreur possible, puisqu'on peut toujours défaire le trait qu'on vient de faire. Alors ça a l'air tout bête, parce que tu vas me dire, avec une gomme, tu peux le faire, mais avec la gomme, ça marche pour le crayon. Déjà, c'est plus long, et ça marche que pour le crayon. Quand c'est à l'ancrage qu'on se plante, ben là, il faut gouacher. Et quand on se plante sur le lavis à la fin de la journée, la page est foutue. Donc, ou alors, il faut faire des reprises qui n'en finissent pas en faisant un faux lavis avec de la gouache. C'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est compliqué. Avec le iPad, on peut essayer. Alors, du coup, comme c'est très facile, parce qu'on peut toujours défaire ce qu'on a fait, on peut essayer plein de trucs. On peut prendre des risques, si tu veux. Comme moi, j'ai un trait sur le papier, quand je travaille sur papier, je suis un dessinateur de plumes. Donc, j'ai un trait qui est relativement fin et relativement lent, parce que la plume, c'est comme ça. Tu ne vas pas super vite avec une plume, et tu ne peux pas faire un trait très épais. Avec le iPad, tu peux avoir à la fois la finesse, avec le même outil, la finesse d'un trait de plume, et quand tu appuies et que tu accélères, tu peux avoir l'effet d'un trait de pinceau. Et tu peux avoir en plus le trait de pinceau avec un effet que j'ai utilisé pour le petit frère, qui est ce trait un peu crachouillé. C'est un trait c'est un outil qui s'appelle bavure et qui fait ce trait un tout petit peu crachouillé comme ça, un peu, voilà, qui donne cette matière qui convenait très très bien, au moins pour ce bouquin. Je ne sais pas si je l'utiliserai par la suite, mais pour ce bouquin, c'était parfait, quoi. Donc, il y a tout ça. Alors là, ça m'a permis donc de prendre des risques et d'avoir un dessin qui, du coup, devient beaucoup plus péchu, tu vois, voilà, incisif, avec des traits plus épais, avec, bon, plus de force pour moi. Et puis, l'autre truc, c'est l'aspect strictement, alors, comment te dire, bon, moi, je suis pas un dessinateur, je suis pas le dessin, c'est pas une ascèse pour moi, ça n'a jamais été. Il y a des dessinateurs, si tu veux, pour lesquels, tu vois, tu prends un Book, par exemple, lui, quand il dessine une vue plongeante de New York, il fait tous les trucs avec les points de fuite, tu vois, à la règle, le machin, etc., etc. Puis pour lui, c'est ça le dessin, quoi. Moi, non. Moi, je suis un auteur de BD. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire le mieux possible et le plus vite possible parce que c'est long. Bon. Donc, de ne pas m'épuiser, si tu veux, dans le dessin. Ce que j'ai fait dans les années 80, et j'ai fini par un burn-out, donc plus jamais ça. Donc, tous les recours sont possibles. Donc, moi, si je dois dessiner une bagnole, ça me fait chier de dessiner une bagnole. Si je dois dessiner une bagnole, soit je fais des photos de la bagnole dont j'ai besoin, mais je ne vais pas après m'amuser à redessiner la bagnole d'après les photos. Je décalque. C'est compliqué de décalquer, hein, parce que ce n'est pas si simple que ce qu'on croirait. Mais ça, je sais le faire depuis longtemps parce qu'il faut rectifier des petites perspectives. Il ne faut pas qu'on sente que ça a été décalqué. Le pire, c'est une photo, c'est un dessin où tu vois que la photo a été décalquée. Si tu décalques un visage, par exemple, de quelqu'un, hein, si c'est mal fait, là, on va voir tout de suite que ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas dans le registre graphique, moi, je le vois et puis ça me dérange. Donc, je décalque. Si j'ai des décors à faire, alors là, je me suis beaucoup servi de Google Maps, par exemple, c'est génial parce que tu vas, pour les lieux de l'accident, par exemple, il y a plein d'autres trucs. Tu as besoin de faire un truc qui se passe dans tel quartier de Paris, tu vas sur Google Maps, tu te places à l'endroit où tu veux. Toute l'entrée du cimetière de Montauban, par exemple, ça a été fait comme ça, hein, c'est comme une image Google Maps, et après, tu fais champ contre champ, bon, voilà. Et donc, du coup, tu peux te resservir de décors que tu as dessinés. C'est-à-dire que, par exemple, toute la scène de la veillée, l'interminable veillée du corps qui se passe chez mon oncle dans le séjour, c'est pas la maison de mon oncle, mais enfin, c'est une maison qui est un
peu dans le même esprit, si tu veux. Ben là, j'ai fait 2 dessins en chant et contre-chant de cette pièce. Et après, j'ai réutilisé ces dessins plein de fois en les agrandissant. Et puis après, tu rectifies des petits détails. Tu vois, voilà. Il faut faire gaffe que le trait ne devienne pas trop épais tout d'un coup, tu vois, donc, ou trop fin. Donc, ça se régule, ça se retravaille, mais c'est un gain de temps absolument énorme. Je pense que sur un bouquin comme Le Petit Frère, qui m'a pris quand même 2 ans et 1 semaine de travail, exactement, 2 ans et 6 jours. C'est facile, j'ai commencé le 1er janvier 2020, c'est pour ça que je m'en souviens si bien. J'ai fini le 6 janvier 2022. Donc, je pense que j'ai bien gagné, allez, au moins 3 ou 4 mois de boulot, quoi. Ouais. Ça me paraît évident. Et puis alors, pour le lavis, pour ce qui est du lavis, donc c'est aussi fait à l'ordi. Moi, il y a plein de gens qui pensaient que je l'avais fait en vrai, mais en fait, quand tu te sers d'une tablette, enfin, quel que soit l'outil numérique, quel que soit l'outil dont on se sert, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne sente pas l'outil. Ouais. Ouais. Donc, le pire, pour moi, c'est les effets numériques, tu vois, voilà, sauf s'ils sont vraiment... Moi, j'en ai utilisé dans Le Petit Frère, mais de façon très précise, tu vois, des effets de flou à certains moments. Ça, tu ne peux pas le faire sur papier, c'est très compliqué à faire. Donc, mais il faut l'utiliser judicieusement, parce que sinon, ça... Tu sais, les ciels en dégradé Photoshop, moi, c'est pas mon truc, quoi. Donc, mais cela vie, j'ai essayé des 500 outils différents, et quand je dis 500, il doit y avoir pas loin de ça. J'ai utilisé vraiment plein d'outils différents, j'ai essayé plein de couleurs, parce que c'est pas un lavis qui est gris, c'est un lavis dans lequel il y a un peu de couleur. Et ça, j'ai travaillé sur les teintes, les machins, mais vraiment, j'ai fait plein d'essais jusqu'à ce que je trouve le truc qui fonctionnait pour moi. Il y a 2-3 outils dont je me sers. Et puis voilà, après c'est calé. Et par exemple, quand tu fais un lavis au pinceau, tu as de l'encre de Chine et puis tu as de l'eau. Et donc, si tu mets un peu plus d'encre de Chine, un peu trop, etc., bah, ton lavis il est un peu plus gris ou un peu trop gris des fois, tu vois, voilà. Là, il n'y a pas de problème, c'est toujours stable, tu vois, donc tu peux t'en servir. C'est un outil génial, quoi. Vraiment, pour moi, ça a été... et je ne me vois pas me remettre à dessiner, pour les bandes dessinées, en tous les cas, à me remettre à dessiner autrement. Parce que oui, tes prochains albums, tu envisages de les faire aussi sur iPad. C'est certain. Ok. C'est intéressant, c'est de voir que finalement, pour une histoire très très humaine, il y a de la technologie dans la façon de la dessiner, mais tu utilises aussi Skype pour échanger avec ta mère. Là, tu nous dis, j'utilise Google Maps pour faire des repérages, etc. Donc, c'est intéressant. Je suis un jeune, moi. Je vis avec mon époque. Oui. Mais non, mais bien sûr, évidemment, c'est con. En fait, tu vois, moi, le cinéma, s'il n'y a pas la technologie, il n'y a pas de cinéma. Hein. Le cinéma, c'est de la technologie à la base. Ouais. Et même les bouquins, je veux dire, tu vois comment les bouquins, tu verrais comment maintenant c'est fait au niveau de la fabrication du bouquin, quoi, le travail qu'ils font sur les fichiers, etc. On n'est plus à l'époque des bleus où on faisait la couleur sur bleu, puis avec un film noir par-dessus, puis il fallait faire des trucs, enfin, bon, les chromalins, tout merdier, enfin, ça c'est terminé. Maintenant, ça va directement dans la bécane, il faut des réglages hyper subtils. Ça a énormément évolué, et tant mieux, parce que le résultat, à partir du moment où le résultat est bon, voilà. Ouais. Et progrès, si tu veux, tant que ça ne bousille pas la planète, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en parlant de liberté d'expression, tu as aussi une liberté sur la pagination de ton ouvrage. Ah oui, 320, je ne sais plus combien de pages, 325 pages 34, 334. 34. Ouais. Ouais. Alors ça, c'était. Alors bon, je suis presque gêné de dire ça parce que quand tu vois la situation globale des auteurs de bande dessinée aujourd'hui qui sont dans la panade avec la moitié qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ouais. Voilà, et un tiers qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est presque gênant de le dire, mais moi je suis hyper privilégié, quoi, mais hyper privilégié à tout point de vue. D'abord parce que j'en vis pas mal. Ça, c'est déjà le premier point. Mais que aussi, j'ai une liberté, si tu veux, avec mon éditeur, Casterman, qui est totale.
C'est-à-dire que je peux me permettre, si tu veux, de ne pas de faire un bouquin, tu vois, et de ne pas avoir, au moment quand je n'en veux pas, pendant la période où je n'en veux pas, de ne pas avoir d'interférence. Mm. C'est-à-dire que, bon, je signe pas le contrat au début, je ne prends pas d'avance. Ouais. Mais encore une fois, je suis gêné de dire ça, tu vois, par rapport à. Parce que, voilà, parce que je peux le faire, alors je le fais, si tu veux, mais on n'est pas nombreux, tu vois, pour voir Ouais. ce genre de choses. Mais bon, évidemment, j'en profite. Donc ça me permet d'avoir une indépendance totale. Enfin, c'est même pas une question d'indépendance, c'est une question de tranquillité d'esprit quand je suis en train de travailler. Mm. Pour te donner l'exemple du petit frère, chez Casterman, ils ont vu les pages quand j'en avais fait 150. Et ils ne Mm. savaient même pas quel était le sujet du bouquin, Ah oui. pour te dire. Donc, bon, après, à un moment donné, je montre les. Si j'ai besoin d'avoir un retour éditorial, je vais le faire. Mais tant que j'en ai pas besoin, et au début, je préfère travailler avec un petit cercle Ouais. de lecteurs et lectrices autour de moi, tu vois, bon, Annick, ma blonde, c'est évidemment ma première lectrice, mais Aude, par exemple, a lu aussi très vite les trucs. Il y a quelques autres personnes Ouais. comme ça qui sont dans le milieu de la BD aussi, tu vois, donc Mm. scénaristes, éditeurs, ouais, mais pas chez Casterman, à qui j'ai montré, mais à titre amical, tu vois, à qui j'ai Mm. montré des trucs. Ça me permet de savoir si je suis sur la bonne direction, tu vois. Ouais. Et après, tant que j'ai le sentiment que ça va, ça coule, que ça vient facilement, Ouais. je travaille. Et puis bon, il arrive un moment où j'ai envie d'avoir, voilà, de commencer à avoir un retour, de me dire, OK, alors à ce moment-là, je parle avec mon éditeur, tu vois. Là, j'ai un nouvel éditeur, maintenant j'ai eu un nouvel éditeur pour le petit frère, donc qui est Gaëtan Accius chez Casterman, avec qui ça s'est extrêmement bien passé, et qui m'a foutu une paire. Je lui ai dit au début ce que j'attendais de lui en tant qu'éditeur, c'est-à-dire de ne pas m'emmerder quand je ne voulais pas, tu vois, de ne pas faire de pression. Et donc, et ça a été extrêmement bien respecté, c'est vraiment, quoi. Et ça, voilà, je suis très reconnaissant de ça parce que c'est formidable. Et, et puis, voilà. Puis après, l'autre gros avantage de ça, c'est que je ne donne pas non plus de date de rendu. Pour la bonne raison que je ne le sais pas, vu que je n'ai Mm. pas de scénario. Donc, je ne sais pas. Tu vois, magasin général, c'était assez simple. On avait un découpage extrêmement précis. Pour fixer la date de rendu, il suffisait de faire un rétroplanning. C'est-à-dire qu'on se disait, OK, moi, je savais que Régis dessinait à peu près à tel rythme, moi à tel rythme. Donc, moi, je savais que je dessinais tant par jour et je remontais, je disais, OK, il faut rendre le bouquin à telle date. Je remontais dans le temps Mm. et je savais à quel moment il fallait que je commence. Et c'était assez métronomique, si tu veux. Donc, bon. Avec les bouquins autobio, je ne sais pas parce que je n'ai pas de scénario. Donc, je commence à dessiner, j'ai aucune idée du nombre de pages que ça va faire. Franchement, le petit frère, je pensais que ça allait faire 120 pages. Tu vois, Ah oui. je Mm. pensais ça. Ouais. Et puis, bon, à un moment, assez vite, j'ai réalisé. Mais bon, ceci dit, entre parenthèses, on a eu la même histoire pour le magasin général, parce qu'au début, on pensait que ça allait faire 3 pages, on s'est retrouvé avec 9. Donc, bon, je pense que je ne suis pas bon pour estimer la pagination. Et donc, pour le petit frère, ben c'est ça, hein, quand j'ai eu fait allez, 80 pages, 80-90 pages, je me suis dit, bon, ben là, oublie ça, ça ne fera pas 120 pages, j'en étais encore bon, pas à l'enterrement, tu vois, donc bon, là, je me suis dit, bon, c'est mort, donc je ne sais pas, en fait, j'en sais rien, et je leur ai dit, j'en sais rien, et on va voir. Et puis, à un moment donné, à l'automne dernier, là, au mois d'octobre, ils m'ont dit, écoute, là, je ne sais pas combien j'avais fait de pages, peut-être 200, 280, tu vois, un truc comme ça. Ils m'ont dit là, bon, non, pas 280, mais 250, mettons, un truc comme ça. Ils m'ont dit là, il faudrait quand même qu'on ait une idée de savoir si on peut le sortir au printemps prochain, parce que ça serait bien. Puis moi, j'avais aussi envie que ça sorte cette année, parce que tu vois, je ne peux pas non plus me permettre de mettre 4 ans pour faire 100 de bouquins qui sortent, parce que c'est quand même les droits d'auteur qui sont mon gagne-pain, tu vois. Donc, Mm. et bon. Donc, voilà. Et ils m'ont dit, ben, si tu veux que ça sorte au printemps, il faudrait que tu nous livres les pages à la fin de l'année. Tu vois bon.
Donc là, tu vois, je me suis dit, OK, là, et je ne savais toujours pas combien de pages il me restait. Donc là, je suis passé en mode, j'ai mis la surmultipliée, tu vois, j'ai mis le turbo. Je travaille déjà pas mal, mais là, je me suis mis vraiment à, voilà, à avancer à marche forcée, quoi. Et donc là, ça veut dire que voilà, pendant 3 mois, c'est pas de week-end, c'est rien, quoi. C'est que bosser, Mm. bosser, bosser. Moi, ça me plaît assez, hein, mais enfin, ça me plairait assez si quelqu'un allait faire les courses à ma place, fasse la bouffe, tout ça, ce qui n'est pas le cas. Donc, mais, si tu veux, d'être uniquement en train de bosser, j'aime ça. Mais là, j'ai quand même bossé le soir du réveillon. Mm. Parce que là, j'avais la couleur à faire. Puis j'ai jamais. Le Petit Frère, c'est le seul bouquin de toute ma carrière que j'ai rendu en retard, et c'était une semaine de retard. Ouais. Ça ne m'était jamais arrivé, je déteste ça, quoi. Je déteste être en retard et je déteste faire les choses en retard, tout ça. Bon, donc je m'organise. Là, j'étais un peu, voilà, j'ai pris une semaine de plus. Ça n'a pas été dramatique, hein, mais quand même, je te dis, j'ai bossé le soir du réveillon. Ouais. Je faisais des couleurs, des dernières pages, tout en mangeant. Voilà. Et en participant à la conversation, parce que sur le iPad, c'est pratique, tu peux voilà, avoir le truc sur la table et tout. Donc voilà. Et donc, tout ça pour dire la liberté quand même incroyable, quoi, que j'ai de création, quoi. Ça, c'est formidable. Qui t'a permis aussi de jouer sur les rythmes, puisque tu parlais de, de l'enterrement, mais aussi il y a toute la veillée funèbre qui s'étire en longueur, où tu relates tout. Tu as donc le temps aussi de faire ce que tu veux pour créer des ambiances, des moments. En tout cas, si tu veux, ça c'est le genre de risque narratif Mm. que j'ai commencé à prendre dans Extase. Et je vais t'expliquer d'où ça vient. Parce que bon, la scène de finale d'Extase, elle fait quand même 70 pages, Mm. qui Mm. sont que des doubles pages, sans bord de case, Mm. où je voulais vraiment amener le lecteur avec moi dans une ambiance particulière qui était le souvenir de ma première visite dans un club échangiste. Donc avec tout Mm. ce côté, tu vois, la Mm. lumière un peu basse comme ça, et puis cette espèce de moiteur, tu vois, voilà. Mm. Ça, c'est un truc. J'ai commencé à faire cette séquence dans Extase, et puis je l'ai faite jusqu'au moment où j'avais plus rien à raconter, quoi, quand j'ai poussé le truc jusqu'au bout. Et ça fait 70 pages. Et dans Le Petit Frère, c'est un peu la séquence qui est un peu au milieu de l'album, là, qui est la fameuse veillée Mm. euh, funéraire, enfin la veillée je ne sais pas comment on Mm. appelle ça, la même. Tu sais, il y avait le cercueil qui était. Parce qu'en Ouais. fait, l'histoire, c'est que comme on était en Bretagne quand l'accident a eu lieu, il a fallu revenir. D'abord, déjà, ça a pris une journée complète. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute pour revenir de Bretagne à Montauban. Mm. Et en plus, il y avait un week-end. Et en plus, c'était en plein été, donc c'était les vacances. Les gens étaient un peu aux quatre coins de la France. Il a fallu leur laisser le temps de revenir. Donc finalement, il s'est passé un temps qui m'a paru absolument interminable, mais c'était quand même assez long, hein, genre 4 jours, tu vois, un truc comme ça, Mm. avec le cercueil au milieu du salon et tout. Bon. Dans une ambiance totalement, enfin, je ne sais pas, où tu es hors du monde, quoi. C'est Ouais. cotonneux, complètement. Il y a des gens qui passent, qui repartent. Il y a plus de jours, plus de nuits. Tout est Mm. mélangé. Enfin, bon, bref. Et donc, je voulais rendre compte de ça. Et j'ai dessiné cette séquence complètement dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai dessiné des moments dont je me souvenais, que j'avais envie de dessiner. Voilà. Alors, des fois, c'est une petite séquence, des fois, c'est juste une case ou une autre, etc., etc. Ces moments d'ambiance, voilà. Et une fois que j'ai eu dessiner tout, à ce moment-là, je l'ai mis dans l'ordre. Mm. Tu vois, j'ai mis le Ouais. truc dans l'ordre, et puis j'ai éventuellement rajouté des textes à certains endroits. Mm. Voilà. Donc, ouais, je te disais, j'allais te dire d'où ça venait, cette Ouais. histoire-là. En fait, j'ai été complètement traumatisé au cinéma par une séquence dans un film de Abdelatif Kechiche qui s'appelle La graine et le mulet. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Oui, oui, je l'ai vu. Oui. Oui. Il se passe à Sète, et à un moment donné, il y a une séquence qui se passe sur un bateau qui est dans Mm. le port de Sète, où il y a des gens qui sont rassemblés pour manger un couscous. Mm. Alors, le problème, c'est que les gens qui préparent le couscous
ont perdu l'espèce de grand chaudron où il y a la semoule, la graine. Et on cherche cette truc dans tout set pour essayer de servir le repas aux gens. Et en fait, ce truc-là, ça montre l'attente interminable de ce couscous qui n'arrive pas. Et je te jure que c'était insupportable, moi, pour moi, au cinéma. J'ai failli sortir de la salle à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Tu ne peux pas faire un tel tunnel, une telle longueur. C'est insupportable, vraiment. Et j'étais même en colère contre le réalisateur. Je me disais, mais il se fout de la gueule du monde et tout. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'est une des séquences qui m'a le plus marqué au cinéma. En fait, il a réussi ce truc-là de mettre le spectateur exactement dans la position de ce qu'on fait, c'est-à-dire l'attente, quoi. Ouais. Au bout du truc, tu vois. Et voilà. Et j'ai trouvé ça absolument génial, mais a posteriori, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment fait chier sur le moment, mais après, c'est génial, quoi. Il faudrait que je le revoie, ce film, d'ailleurs. Bref. Et quand j'ai fait la séquence du club dans Extase, j'ai pensé à ça. À un moment donné, je me suis dit, non, mais là, c'est trop long, quoi. Et puis, je me suis dit, mais attends, non. En fait, c'est ça que je veux faire. Je vais faire la séquence du mulet, quoi. Donc, voilà. Et du coup, comme ça a bien marché, comme je vois après, tu vois, puis même les réactions des lecteurs, tu vois, beaucoup de gens m'ont parlé de cette séquence, mais de façon positive, si tu veux. Donc, je me suis dit, OK, ben, ça marche. Donc, il ne faut pas, tu vois, il faut pas se mettre des barrières comme ça dans la tête en disant, ah, non, mais il ne faut pas faire ça. Enfin, moi, je pense que les barrières dans la tête, c'est le pire truc, tu vois. Et ça s'applique à beaucoup de trucs dans la création, parce que je repense souvent je pense à deux trucs souvent, tu vois. Je me dis, le producteur, à qui un jour un réalisateur est venu proposer le pitch dans la peau de John Malkovich. John Malkovich. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Bon, c'est un film totalement délirant dans lequel il y a un immeuble à New York, et dans cet immeuble, il y a un demi-étage à l'endroit. Il y a un étage qui fait une demi-hauteur, et il y a des gens qui travaillent là-dedans, tu vois, donc voilà. Et dans cet étage-là, il y a une petite porte de placard au fond, et quand tu rentres dans cette porte de placard, tu te trouves dans la tête de John Malkovich. C'est-à-dire, tu vois par ses yeux, tu vois. Et au bout d'un moment, tu es expulsé de la tête, et quand tu es expulsé, tu te retrouves dans un fossé au bord d'une autoroute à Staten Island. C'est complètement délirant comme truc. Et je m'imagine le mec qui a eu les couilles d'aller voir un producteur pour lui dire, moi j'ai une super idée. Tu vois, parce que tant que tu n'as pas vu le résultat, tu ne peux pas t'imaginer. Tu te dis, mais attends, il est fou. Il faut qu'il y ait un producteur qui soit assez visionnaire, tu vois, dans ce moment-là. Et le même truc s'applique pour moi, pour Claude Gendreau, le jour où Étienne Davodo est venu le voir en lui disant, alors j'ai une super idée de bouquin. Voilà, alors moi, mon voisin, il est vigneron, et pendant 1 an, je vais aller travailler dans la vigne, je vais lui faire lire des BD, et je vais faire un bouquin avec ça. Franchement, tu vois, tu as quand même beaucoup d'éditeurs qui te diraient, oui, bon, enfin, ça va être très, très chiant comme truc. C'est un carton, dans les deux cas, c'est un carton. Donc moi, et alors après, évidemment, il y a plein de gens qui disent, waouh, il faut faire la même chose, tu vois. Mais en fait, c'est ça, quoi. Ça, c'est des barrières dans la tête. Quand tu t'interdis ce genre de truc, tu restes dans un truc formaté. Donc moi, je pense qu'il faut... et cette histoire de John Malkovich, c'est écrit sur Enfin, maintenant, je travaille sans scénario, mais avant, quand j'écrivais Extase, notamment, j'avais écrit ça sur le carnet, si tu veux, qui me servait à prendre des notes pour Extase, tu vois. De toujours penser que, voilà, il faut... oser. Il faut oser, quoi. Ouais. Comment ose. On peut prendre peut-être quelques questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées. Je précise quand même, pour les gens qui nous regardent, que je ne bois pas du pipi, mais de l'anthésite. C'est un peu la même couleur. Ouais, de l'anthésite. C'est une boisson, j'en profite pour faire un petit peu de pub. L'anthésite, c'est un extrait de réglisse sans sucre, entièrement naturel, ça ne coûte rien. Ça a goût à anis. Non, pardon, ça a goût à réglisse un peu anisée. Et c'est absolument délicieux. Je bois ça depuis que je suis enfant, j'adore. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que je peux poser? Tu vois la question? Je l'ai affichée.
Depuis que tu as fini d'écrire ce livre, est-ce que tu te sens que ton regard ressenti sur ce deuil est devenu différent? Je ne sais pas, en fait. J'en sais rien, je ne sais pas. Ça recoupe une autre question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que tu te sens mieux depuis que tu l'as fait? Et en fait, je me sentais pas mal avant. Je me sentais plus mal. Ça faisait longtemps, comme je le disais tout à l'heure, le deuil, pour moi, je pense, était fait, quoi. Alors, peut-être que ça, c'est une façon de boucler la boucle. Ce qui est différent, peut-être, il y a eu deux choses. C'est que quand même, pendant cette période-là, pendant ces 2 ans, j'ai quand même vécu pas mal dans la compagnie de mon frère, de mon petit frère. Mmh. Mmh. Ouais, j'ai eu une espèce de, tu vois, voilà, il y a eu quand même quelque chose comme, moi je suis pas très ésotérique comme garçon, mais quelque chose comme une connexion quand même, tu vois. Enfin, il m'est pas apparu ni rien, mais quand même, je me sens, tu vois, voilà, et j'ai le sentiment que, et ça, je suis assez. Il y a eu un article qui est paru, que j'ai partagé hier sur Facebook, dont le titre m'a énormément touché, qui dit 45 ans après, Jean-Louis Tripp reprend son petit frère par la main. Mmh. Et je trouve que c'est un titre magnifique parce que finalement, c'est un peu ça peut-être que j'ai fait avec ce livre-là. Et je pense que, ben voilà, tu vois, Gilles, il était dans la mémoire familiale. Hein, quelques personnes, voilà. Mais là, maintenant, je pense qu'il va être dans une mémoire beaucoup plus large, et ça me fait plaisir. Et je pense que pour ma mère, tu vois, par exemple, c'est peut-être une chose, c'est peut-être la chose importante dans cette histoire-là. Et tu parles de ta mère, mais ton père n'est plus là, mais il a une place singulière aussi dans le livre, ton père, parce qu'il fait le silence plutôt, et ensuite sans. Mon père, alors, je vais faire mon prochain bouquin parlera de mon père avant, hein, dans mon enfance. Mais mon père n'était pas là au moment de l'accident, puisqu'il était en Espagne. Donc, il a fallu qu'il remonte d'Espagne jusqu'en Bretagne en train, et c'était très très long à l'époque. Et je pense qu'il a dû vivre un enfer lui aussi, parce que je pense qu'il avait compris quand il est arrivé que ma mère lui avait pas dit qu'il était mort. Elle lui avait dit que c'était grave, mais je pense que quand il est arrivé, il avait compris. Donc, je pense qu'il a dû vivre un enfer. Et surtout, mon père, alors, bon, mes parents ont réagi de façon un petit peu différente. Ma mère s'est beaucoup enfermée dans le silence, c'est-à-dire, enfin, dans le silence, je veux dire, elle parlait, etc. Mais elle ne parlait pas de ça. Elle parlait, c'était très difficile pour elle de parler de ça, trop difficile. Mon père, lui, il s'est mis à peindre, donc je raconte dans le livre aussi. J'ai l'impression de raconter enfin, oui, bon, tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais en même temps, c'est pas un bouquin à suspense. Donc, mon père, lui, il s'est mis à peindre des portraits de mon frère, à barbouiller, on va dire, parce qu'il n'avait aucune technique de peintre, quoi. Donc, c'était, voilà. Des portraits de mon frère à l'infini, comme ça, dont il tapissait les murs. Et surtout, le truc, c'est que son regard, c'était complètement éteint, quoi. Voilà, il a toujours été triste à partir de ce moment-là. Ma mère aussi, hein, mais c'était pas de la même façon, quoi. Et alors, donc, ma sœur, donc, qui est née 3 ans après la mort de mon frère, a fait un commentaire. Un jour, j'avais posté une page justement où on voit mon père dans le train en train de remonter, et elle avait mis un commentaire en disant: mais moi, j'ai toujours connu papa avec ce regard complètement triste, perdu, quoi. Et donc, c'est ça, voilà, c'est comme ça que je l'ai dessiné. Et ouais, en tout cas, je vais faire un autre bouquin après, justement, pour montrer une autre facette de mon père. Parce qu'il n'avait pas du tout été toujours comme ça. C'était même un personnage assez, au contraire, assez flamboyant, quoi. Okay. Mais la mort de mon père, enfin, en 2006, là, quand mon père est mort, qu'on a eu cette fameuse discussion dont je parle dans le bouquin, avec ma mère, mon frère et ma sœur, et moi, tous les quatre, c'était quand même la première fois qu'on parlait de ça. La
parler de ça, tu vois, que vraiment, quoi. Ouais. Voilà, c'était pas plus de phrases, quoi. Hmm. C'était plutôt, voilà, ma mère m'appelait le jour de l'anniversaire de la mort de mon frère en me disant, tu sais quelle journée, quoi. Bon, ouais. Voilà. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on peut peut-être arrêter Est-ce là. qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions, j'en ai pas vu passer, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Normalement, on doit les voir apparaître. Je regarde si je vois quelque chose. Truc là. Non, je ne vois rien de particulier. Donc Donc c'est bon. c'est bon. Écoute, moi, tout ce que je peux dire. Je reviens pas, c'est passé vite. Moi, je suis tellement bavard que si on me lance. C'était très intéressant. Quand sortira Extase 3? Alors, bah là, écoute, d'abord, il y aura le bouquin sur mon père. Donc ça va déjà me prendre au moins 2 ans, j'imagine, parce que ça devrait être un gros bouquin. En plus, ça me fait peur parce que j'ai peur que ça soit plus gros que les autres. Mais enfin bon, en tout cas, il y aura ce bouquin-là. Et puis après, peut-être Extase 3. C'est intéressant de parler de ça parce que le tome 2 d'Extase est sorti juste avant le confinement, là, en 2020. Donc lui, il a morflé. Ouais. Par rapport au tome 1, si tu veux, il est nettement en retard. Donc, je répète, moi, je vis de mes droits d'auteur. Donc, pour moi, c'est important qu'un bouquin se vende, parce que sinon, tu vois. Bon, donc, en fait, j'ai expliqué que ce que j'essaye de faire maintenant, c'est un puzzle, hein, une espèce de Ouais. tout, Mmh. avec différents aspects comme ça Mmh. qui se raccrochent les uns aux autres de qu'est-ce qui nous construit. Et à l'intérieur de ce puzzle, pour moi, il y a un truc important qui est Extase, parce que Extase, c'est un projet sur toute la vie, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire le tome 4 ou le tome 5 ou le tome 6 peut-être d'Extase quand j'aurai 90 ans, si j'y arrive, si tu veux, et que si j'arrive encore à dessiner, en tout cas. Bref, on peut toujours espérer. Il faut avoir de grands rêves, tu sais, pour. Bon. Ouais, ouais. Donc, et de faire la dernière page sur mon lit de mort, tu vois, ça serait formidable, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Là, j'ai 64 ans, donc clairement, je rentre dans une période où, voilà, andropause, etc., avec tout son cortège de joyeuseté, style la prostate, les machins, etc., etc. Mmh. Mais ça m'intéresse beaucoup, en même temps, sur le plan narratif, tu vois, enfin, sur le plan humain et sur le plan narratif, de raconter comment ça va se passer. Pour le moment, ça va encore, mais dans 5, 6, 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Et donc, bon, voilà, après, donc moi, Ouais. ça m'intéresse, mais ça serait plutôt le tome 5 ou, tu vois, 4 ou 5, je ne sais Ouais. pas. Il faut que je le vive. Là. Moi, le tome, normalement, si tout se passe bien, le tome 3 d'Extase, je sais quand est-ce qu'il s'arrête. Il commence à la suite du tome 2, donc, et il s'arrêterait en 2019, normalement. Là, je suis en train de vivre le tome 4, théoriquement. Pour le moment, c'est super, hein, vraiment, c'est vachement bien. En tout cas, moi, je trouve que depuis la cinquantaine, c'est merveilleux. Donc, et ça a l'air de continuer pour le moment. Alors, c'était comme la mère de Napoléon qui disait pourvu que ça dure. Bon, pour le moment, ça va. Donc, bon, donc ça, c'est bien. Mais clairement, à partir du tome 3, on risque d'aborder, enfin, je ne sais pas qu'on risque, c'est que je vais aborder des thèmes. Déjà, dans le tome 2, je sentais qu'il y avait des trucs qui décoiffaient un peu. Dans le tome 3, là, ça risque de décoiffer beaucoup. Et donc, je m'inquiète un peu, si tu veux, de savoir si les lecteurs vont embarquer. Et donc, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est de faire comprendre, c'est de rassurer les lecteurs et de leur faire comprendre qu'en fait, je ne suis pas juste un gros satire, Mmh. mais que ça fait partie d'un travail un peu plus subtil que Ouais. ça. Et donc, raccrocher les wagons du petit frère et puis du prochain bouquin, tout ça pour que ça fasse un ensemble, Ouais. j'espère que c'est quelque chose qui me permettra de faire ce tome 3 d'Extase sans angoisse majeure sur le fait qu'on va en vendre 350, tu vois, parce que les gens vont partir en courant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Parce que, bon, il y a Extase, c'est quand même un bouquin. Moi, je vois, il y a plein de gens qui maintenant viennent me voir pour le petit frère et qui me parlent de magasin général. Ils ont sauté Extase, si j'ose Ouais. dire. Tu vois, parce que soit ils n'en ont pas entendu parler, soit le sujet leur a fait peur, soit etc. Donc j'essaye de leur dire, mais attendez, moi
Le petit frère, c'est bien, mais d'abord, je parle de ça dans le tome 1 d'Extase. Et dans le petit frère, je parle de période qui est dans le tome 2 d'Extase. Donc tout ça est intimement relié, quoi. Donc n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas bonne sœur ou catho intégriste anti-avortement, vous pouvez aller lire le Extase. Tu vois, voilà, c'est pas un truc porno, quoi. Ouais. Ce serait peut-être intéressant qu'on refasse quelque chose autour d'Extase, pourquoi pas, si tu veux. Quelque chose, tu veux dire. Une rencontre, un live comme ça, oui, bien sûr. Alors, moi bien sûr, je suis ravi de. Il est là. Il est là. Ouais. Là. Et puis, je te dis, il y a la pièce de théâtre maintenant qui aussi permet d'amener un autre truc. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un travail. Voilà. Et j'aime pas parler de stratégie éditoriale parce que c'est pas trop comme ça que je fonctionne. Mais là, en l'occurrence, je sentais qu'il fallait que je fasse d'autres choses avant de faire le tome 3, tu vois, pour. Okay. Et j'ai l'intention de le faire, si les petits cochons ne me mangent pas. La vie, tu sais, pleine de surprises. Faire l'expérience. Écoute, moi, de toute façon, ce que je peux dire, c'est après avoir lu Le Petit Frère, c'est que vraiment, c'est une lecture que je ne peux que recommander. C'est vraiment, voilà, j'ai aimé Le Magasin Général, j'ai adoré Extase, mais je trouve, enfin, Petit Frère, c'est pour moi la BD à lire de cette année. Je ne connais pas les publications prochaines, mais franchement, ça a été. Et quand on le commence, c'est impossible de le lâcher, quoi. Voilà, tu nous embarques dans un truc. Donc, merci à toi pour avoir produit cette œuvre qui marque. On en a. S'il y en a qui veulent le commander, on en a un certain nombre d'exemplaires, donc n'hésitez pas à nous contacter. Commander Basilic Paper. Voilà. Et puis des extases aussi. Surtout pas, alors là je profite pour le dire, mais alors surtout pas. En fait, Basilic Paper est en train de s'attaquer à Amazon, c'est courageux, et donc il faut les encourager. Merci. Tu disais oser, donc nous osons aussi. Oui, bien sûr, il faut avoir de grands rêves. Ouais, exactement. En tout cas, merci infiniment pour le temps passé avec nous. Merci à toi et à ceux qui ont regardé. Merci à tout le monde et puis écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.